cours d'un entretien ouvert avec la presse tenu hier lundi, le gouvernement congolais par les truchements de Maître Samuel Mbemba a fermé catégoriquement la porte en rejetant la proposition du Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral visant à la libération des prisonniers politiques et l'arrêt des poursuites judiciaires contre des politiciens au motif d'une décrispation politique en vue d'un probable dialogue. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, ajoute de son côté, Forum des As a souligné avec fermeté la nécessité de prendre en compte la situation des victimes, rappelant que les droits ne peuvent être sacrifiés sur l'autel des intérêts politiques. Pour Info 27, le gouvernement ferme la porte à la proposition du CNSA par la voix du ministre Samuel de la Justice, confirmant le maintien des procédures judiciaires, refusant toute interférence dans les affaires en cours au nom de l'État de droit. Pacte social pour le bien vivre ensemble, en entendant la tenue du rapport de mission remis par l'Église catholique à Félix Tshisekedi doit être rendu public ce mercredi 25 juin, nous apprend RFI. Mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine de débat et analyse. Grande tribune, nouveau numéro pour ce mardi. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Trésor, qui n'est plus à présenter, surtout dans Grande Tribune. Monsieur Trésor, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Dan, pour l'invitation. Je salue les compatriotes avec lesquels nous allons partager ces plateaux. Je salue aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, et plus particulièrement les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, initié par l'honorable Adel Kabena et dirigé au quotidien par Madame la secrétaire générale Isabelle Chibobois. Comme vous savez, nous sommes en train de redynamiser le parti et bientôt là, vous serez fixés de nouvelles orientations, de nouvelles activités que nous sommes en train de prévoir. Et déjà, c'est au niveau de l'interfédération de Kinshasa, tenue de mettre par l'interfédéral Adi Damaseke. Nous redynamisons les partis et je crois que Congo Buzz fera partie des médias que nous sommes en train d'aligner déjà pour la couverture des différentes activités. Merci. Je crois que pour les restes, nous allons passer des bons moments ici et les téléspectateurs ne seront pas déçus par les niveaux et la qualité de notre débat. Alors, Monsieur Joseph, bienvenue également dans Grande Tribune. Merci, révérend Daniel, cher journaliste. Merci. C'est un grand plaisir et un honneur en même temps pour moi de me retrouver sur ce grand plateau de la Grande Tribune. Une émission qui est suivie au niveau national et international, il faut le dire. Nous avons assez souvent reçu de retombées, de réactions des gens. Et c'est un honneur pour nous d'être là. Merci. Maître Achille, vous êtes également bienvenue chez nous à Congo Buzz. Merci beaucoup, nous sommes très contents d'être là. Nous remercions notre chaîne pour nous avoir conviés à ces débats. Je salue les téléspectateurs, aussi les co-débatteurs avec qui nous sommes là pour essayer un peu d'échanger et surtout permettre à ce que le peuple tire quelque chose de ce que nous aurons partagé sur ce grand plateau. Alors, pour la thématique dialogue en RDC, opportunisme politique ou véritable quête de l'intérêt du peuple, et puis on terminera avec l'accord de Washington, une victoire pour Kinshasa ou un pari risqué. Alors, puisque M. Joseph va nous quitter dans un tout petit moment, je voudrais bien lui accorder la parole pour la... Est-ce que vous avez une information en dehors de la thématique que vous voulez bien sûr aborder avant d'entrer en détail? Non, je pense que je n'ai pas d'autres informations à donner en dehors du cadre pour lequel nous avons circonscrit pour ce débat. Mais je souhaiterais que la parole puisse être donnée à ceux qui sont du côté du pouvoir parce que c'est très bien.
l'opposition. Merci. Mais M. Trésor, vous avez été choisi pour nous dire un peu comment vous envisagez ou comment avez-vous accueilli la rencontre entre Félix Tshisekedi et l'Église catholique. Les tons ont été élevés, les chefs étaient catégoriques dans toujours. Alors comment vous envisagez, comment sa position, comment avez-vous d'abord lu sa position jusqu'ici? Merci beaucoup pour les verbes. Je suis étonné sur ces plateaux. On veut que ce soit nous qui commençons. Oui, c'est vous qui gérez. Alors que l'initiative a été entreprise par l'opposition. À s'appuyant effectivement sur la Senko. En principe, c'était à eux de nous expliquer c'est quoi leur démarche. Parce que c'est eux qui mènent des démarches. Bon, je comprends. Mon frère a voulu tirer quelques arguments de ma part parce qu'il n'est pas capable d'ouvrir les hostilités. Nous allons nous assumer, nous allons ouvrir les hostilités. Allez-y. Alors moi, personnellement, je soutiens un chef de l'État, mais de l'autre côté, j'ai aussi un avis personnel. Okay. Je suis un homme libre à penser, libre à réfléchir. Ici, il faut noter que ce n'est pas seulement Trésor Kalala qui n'a pas été du tout d'accord. D'accord. Ouais, on n'a pas été d'accord, on n'a pas apprécié, voilà le mot que j'ai cherché. Okay. On n'a pas apprécié le fait que le président de la République ait reçu ces individus-là de la Senko. Pourquoi? Parce que, et c'est pas seulement Trésor, hein, écoutez, l'opinion, une bonne partie de l'opinion n'a pas été satisfait. On n'a pas été satisfaite du fait que les chefs de l'État aient reçu les membres de la Senko. Ici, je vais m'expliquer. Parce que, depuis un temps, lorsque vous entendez ces groupes d'individus, des prélats, lorsqu'ils parlent, mais ils parlent comme Kagame, ils parlent comme Kabila, ils parlent comme Nanga. Donc, quand vous les entendez parler, on dirait que c'est une personne qui est en train de parler. Okay. Donc, ce sont des gens qui sont en train de militer pour les malheurs de ces pays. Écoutez, j'ai eu à jeter un coup d'œil dans leur histoire là de pacte social pour la cohésion, c'est pas région des Grands Lacs et tout et consorts. Mais je vous dis, il y a un paragraphe où il y a une clause qui est en train de demander à ce que l'on puisse introduire le Kinyarwanda parmi nos langues nationales. Vous voyez le fardeau? Qu'on introduise le Kinyarwanda parmi nos langues nationales. Plus loin, on est en train de le vivre ensemble. Là, c'est que nous devons cohabiter avec des Tutsis. Pendant que nous savons, nous avons étudié avec vous depuis l'école primaire que la République démocratique du Congo a 450 ethnies et parmi lesquelles il n'y a nulle part où on a répertorié une ethnie des Tutsis. Okay. Mais eux acceptent cette thèse du Rwanda que non, il existerait des Tutsis congolais. Et par conséquent, il faudrait les intégrer et élever les Kinyarwanda au rang d'une langue nationale de la République démocratique du Congo. Vous comprenez déjà que c'est le fardeau de Kagame. Et c'est ça que Nanga dit, c'est ça que Kabila dit. Alors, des gens comme ça, qui veulent même la balkanisation de notre pays, qui veulent opposer les peuples. Pas plus tard que 3 ou 4 mois en arrière, ils ont pondu un communiqué disant que les swahiliphones, je ne sais pas, swahiliphones, ça veut dire quoi à leur entendement? Mais on emprunte le terme. Les gens qui parlent swahili sont stigmatisés, sont maltraités par le régime en place. Pendant que, depuis 1994, à ces jours, ce sont nos frères swahiliphones qui sont morts. Plus de 18 millions de morts. Et au moment où la crise sécuritaire a pris d'autres proportions, eux viennent avec un tel communiqué. Pourquoi? Question de révolter la population qui habite à l'Est, de se détacher du régime légitimement établi, et enfin consacrer la balkanisation. Donc, des individus comme ça qui ont été financés par Kagame dans leur démarche, je n'ai pas vu l'opportunité. Le président est l'homme le plus informé. Peut-être qu'il a des informations qui m'échappent. Mais moi, par rapport à ce que je vois, par rapport à mon analyse, le président de la République ne pouvait pas recevoir ces gens-là qui ne jurent que sur d'abord sa mort, parce qu'ils sont sur 3 dimensions dans leur démarche. La Senko, Kabila, Kagame et Nanga. C'est quoi? Il faut
faire partir Tshisekedi du pouvoir avant 2028 par une voie insurrectionnelle. Ça, c'est les premiers plans. Et Kabila et Nanga sont sur les champs de bataille afin de l'exécuter. Le deuxième plan, c'est de faire partir Tshisekedi par rapport à un dialogue. Parce qu'eux veulent nous faire croire qu'il y a crise politique au pays. Pendant qu'il n'y a pas de crise politique, il y a une crise sécuritaire. La crise sécuritaire sera résolue soit par de moyens opérationnels, ça veut dire moyens militaires, ou par de moyens diplomatiques. Je crois que nous avons déjà largement avancé sur ces champs-là. Donc la crise sécuritaire sera résolue. Alors eux, ils veulent initier un dialogue imaginaire, soit disant qu'il y a une crise politique, et pour piéger le président de la République, comme ils ne veulent jamais de lui, afin de le faire partir. Et même l'évêque Ejibal a dit, au cours d'une réunion, Scholl n'a pas mâché des mots pour dire la démarche que nous sommes en train de mener, c'est pour celui qui viendra après Tshisekedi, parce que lui, il doit partir avant 2028. Et la troisième dimension, c'est quoi? C'est consacrer effectivement la balkanisation. Donc, pousser notre population de l'Est de se déclarer Grand Kivu indépendant, vous comprenez? Question de se détacher de la grande partie qui est la République du Congo. C'est comme ça que j'ai dit. Des gens comme ça, sur qui pèsent plusieurs griefs, des gens qui sont rejetés par la grande partie de la population, parce qu'ils ont abandonné la Bible, aujourd'hui, ils sont de plein pied dedans dans la politique. Nous disons, le président de la République les a reçus, peut-être qu'il y a des informations qui nous échappent, mais quant à mon observation en tant qu'un homme libre à penser, libre d'esprit, j'estime que ces individus-là ne pouvaient pas être reçus par les chefs de l'État parce qu'ils sont en train de militer jour et nuit pour faire d'abord du mal au président de la République et accomplir l'agenda de Kagame parce que eux, ce sont des garçons de course de Kagame. C'est même Paul Kagame que vous négociez avec lui à Washington. À quel moment la démarche de l'Église catholique à l'interne devient diabolique? Non, à l'interne, ça devient diabolique parce que c'est eux qui sont en train de provoquer une crise à l'interne. Pendant que toutes les institutions fonctionnent normalement, dans l'égalité et dans une parfaite collaboration. Il n'y a pas de crise politique. S'il y a un politicien à gauche et à droite qui est frustré, ce n'est pas ça qu'on peut déverser dans une crise politique. Merci nous avons beaucoup, une crise sécuritaire qui est en train d'être résolue de manière militaire et de manière diplomatique. Eux, ils sont dans la démarche initiée par Paul Kagame, le fardeau de Paul Kagame qui les a fait porter. Et c'est sur ça qu'ils sont en train de battre le lobbying. Malheureusement, même s'ils ont reçu, je pense qu'ils n'obtiendront pas gain de cause parce que leur démarche ne profite pas à la nation. Merci. Alors, maître, vous êtes indépendant, vous verrez la parole, je voudrais donner la parole aux politiques. Vous allez les départager avec vos idées. Alors, monsieur Joseph, vous avez suivi le président de la République, il a dit oui au dialogue, mais les préalables, c'est d'abord que l'Église catholique et toutes les confessions religieuses se mettent d'abord d'accord. Vous allez réagir aux propos de monsieur Trésor, et puis ma question que la démarche saluée par Félix Tshisekedi, comment vous la trouvez? Non, la démarche n'a pas été saluée. Il n'est pas contre. Félix Tshisekedi n'est pas contre les dialogues. Je lisais même je m'excuse, Adeba, je m'excuse. Lisez les tweets de Tina Salama. Il dit le président de la République a reçu les évêques de la Senko, question de recevoir leur rapport de la démarche qu'ils avaient eux-mêmes initiée. Eux-mêmes. Et le président n'a jamais dit qu'il est satisfait. Non, il a dit, en ce qui concerne les dialogues, qu'on mette toutes les confessions. Je ne sais pas si je suis... Bon, allez-y. Merci de la parole accordée. J'ai failli croire qu'on avait des journalistes. Non, souffrez, M. Joseph. D'accord. Je crois que je vais rapidement revenir sur ce qu'a dit Athénie à propos de mon débatteur. Dans ce pays, nous devons avoir le sens de respect. Le sens de respect parce qu'il s'agit de questions qui, n'est-ce pas, concernent nos institutions et pas les moindres. Les institutions politiques comme les institutions religieuses. Vous savez, apprendre à parler avec légèreté des prélats catholiques, c'est un peu oublier les repères de ce pays, au fait. Nous avons vu les prélats catholiques, l'Église, agir au Conseil national souverain, ce qui a décanté une situation politique dans les temps grâce à cette initiative. Nous avons eu récemment le dialogue de Saint-Sylvestre initié par le prélat catholique, ce qui a décanté les pays pour que le président de la République aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, soit à la tête de la RDC. Ça, il ne faut jamais oublier. En outre, quand on parle des prélats catholiques comme ces individus-là, c'est un peu le manque de respect pour soi-même et pour son éducation parce que du point de vue
professionnels comme du point de vue scientifique, ce sont des gens bien scrutés au fait. Vous comprenez, ce sont des gens qui ont subi et ont suivi des formations très élevées qu'il ne faut pas apprendre à négliger par son langage ici sur ce plateau. Alors, il faut que nous puissions attaquer les problèmes. Nous sommes dans une situation de crise et ça c'est indéniable. La crise des gouvernances, la crise politique, la crise sécuritaire. Je vous explique. Selon la convention de Montevideo 1933, il est dit qu'un État disparaît par déliquescence quand il ne sait pas répondre aux desiderata de sa population. Selon la même convention, il est dit qu'un État disparaît par déliquescence dès lors qu'il ne sait pas sécuriser ses périmètres carrés et ses frontières. Ce qui voudrait dire que la situation actuelle, nous sommes en phase où l'État est incapable de répondre aux desiderata des Congolais. Deuxièmement, l'État est incapable de protéger l'ensemble du territoire national. Parce que vous n'allez pas me dire, M. Daniel, que c'est vous qui avez empêché le gouvernement en place de sécuriser Goma. Ce n'est pas vous. L'État a démontré ses limites du point de vue de la gouvernance sur ce domaine. Et donc, en effet, face à cette situation, que devons-nous faire pour éviter la matérialisation du projet de la balkanisation que les autres essaient d'interpréter autrement? C'est comme ça que la seule voie est l'unique. Je dois vous le redire ici avec confiance, que Félix Antoine Tshisekedi n'a aucune autre voie que de passer par la voie de la dialogue. Il n'a aucune autre voie que de passer par la voie du dialogue inclusif, qui met autour de la table tous les Congolais afin de réfléchir sur les causes profondes qui minent aujourd'hui l'insécurité dès lors que l'État a failli à sa mission régalienne de protéger les citoyens congolais. Vous savez, il est dit, selon la fondation de l'État, les contrats sociaux, c'est que l'État nous protège en échange de notre liberté. Donc nous avons échangé notre liberté pour être protégés par l'État. Mais la situation actuelle oblige à reconnaître que l'État a failli. Mais que faut-il faire? Voilà pourquoi l'Église vient, comme une institution religieuse, depuis longtemps, agir pour, n'est-ce pas, permettre à ce qu'il y ait redéfinition de la philosophie de notre nation sur le plan de la gouvernance. Et il faut mettre les gens ensemble pour essayer de, n'est-ce pas, trouver un terrain d'entente face au despotisme qui règne aujourd'hui. Le problème, c'est d'abord fondamental là. Et comme étant un pays souverain, il faut qu'on se dise une chose. Ce n'est pas à un autre pays étranger qui a la responsabilité de venir nous unir ou venir répondre aux problèmes des Congolais, notamment sur le plan de la sécurité. Un État souverain est cet État qui dispose d'une armée, qui dispose de terres, qui dispose de la population. Et notre situation, c'est que nous avons les gouvernants qui représentent un État faible. Et voilà pourquoi on est en train de recourir à l'appui d'autres États souverains pour venir nous aider à trouver des solutions, comme si on était dépossédé de toutes les possibilités à pouvoir trancher nos problèmes à l'interne. Je dois le dire, Kwame Nkrumah a dit que l'Afrique doit s'unir ou périr. Moi, je vais vous dire sur ce plateau que Félix Antoine Tshisekedi a l'obligation d'appeler les dialogues où nous allons nous départager seulement. Parce que c'est dans cette réalité-là, nous ne pouvons pas accepter à ce que soit perdurée la guerre à l'est du pays pendant que les autres le trouvent comme subterfuge pour justifier. C'est pour celui qui se considère congolais et à mesure d'apporter un plus, de venir autour de ces dialogues-là, de les appuyer. Et ce n'est pas une première. Donc il faut retenir que
comme Marceau Prélot le disait. Et la question, c'est que... Donc, Joseph, bon, vous ne répondez pas ici pour Joseph Kabila. Allez-y. Marcel Prélot disait que ceux qui exercent le pouvoir ont l'obligation d'avoir une vision de gouvernance dans les institutions politiques. Et cela requiert un leadership et une gouvernance de qualité. Merci. Si ce n'est pas le cas, ce serait un assemblage ou une agglomération des opportunistes. Merci. Avons-nous aujourd'hui Très des bien. opportunistes à la tête de l'État ou avons-nous des dirigeants conséquents qui savent voir les dangers arriver et prendre des décisions idoines pour nous sortir de là? Merci. Voilà ce que je peux dire de l'entame déjà de mon propos. Dialogue en RDC, opportunisme politique ou intérêt, ou véritable quête de l'intérêt du peuple. Maître Achille. En fait, je vais le suivre. Vous avez également 5 minutes. Oui, je vais le suivre les deux co-débatteurs. Moi, je pense qu'il y a certaines questions profondes qu'il faut se poser. Ok. La RDC a des institutions qui sont connues, légalement établies. Le gouvernement est là, les parlements, qui sont aussi même des élections. Alors, c'est bon de chercher à donner des conseils, des orientations. Mais quand je vois le sang des innocents couler, qui n'ont rien fait, qui ne sont même pas dans des questions politiques, qui se débrouillent pour vivre, et qu'on doit aller les massacrer, puisqu'on veut défendre un pouvoir, ou bien on veut chercher à défendre un cas politique, c'est une aberration pour moi. Pourquoi je dis ça? Les démarches que la Senghor a menées, même si entre il y avait des contradictions, ce n'est pas mal. Mais moi, j'ai dit une chose. Pour parler des questions de la RDC, il faut voyager le monde, il faut faire le tour du monde. Alors que le Parlement est là, le gouvernement est là, on a des institutions dans ces pays qui peuvent résoudre nos problèmes. Est-ce que vraiment la solution à notre problème, c'est à France, c'est au Rwanda, c'est, je ne sais pas, Washington. Non. Nous, d'abord, en tant que Congolais, nous sommes des clergés, nous sommes des pasteurs congolais. Nous vivons au Congo. Nous avons un parlement. Est-ce que nous avons réussi à démontrer au Parlement, voilà ce que nous voulons par rapport au pays? Nous avons réussi à dire au gouvernement, voilà les recommandations que nous vous donnons et attendre les résultats. Puisque plus nous allons à l'extérieur, plus on s'étale et on s'affaiblit sans le savoir. Les gens ont toujours pensé que quand on va aller parler à Macron, on va aller parler, je ne sais pas, à tel, voilà, j'ai réussi à dire. Non, non. Moi, c'est des gens qui ont eu des trahisons. Pour moi. Et c'est ma lecture. Parce que ces gens-là, quand ils nous lisent, demain, vous allez dire n'importe quoi là-bas. Ouais, des fois, on peut mettre dans des conditions, vous commencez à raconter ce que vous ne pouvez même pas dire. Et note. Et quand Kagame va arriver là-bas, voilà ce que ces gens sont venus dire ici. Donc, vous êtes en train de vendre le Congo sans le savoir. Voilà pourquoi j'ai toujours souhaité que, aussi longtemps que nous, peuple congolais, nous ne respecterons jamais nos institutions mises en place, on ne fera rien. Parce que je peux maintenant me poser la question. À quoi maintenant serviront les élections de ces pays? Peu importe la couleur qu'on donne à ces élections, parce que même à l'époque de Kabila, les élections posent toujours problème. Avec c'est la même chose, et c'est presque partout au monde. Moi, je me dis, à quoi alors serviraient les élections quand vous avez déjà un président élu, qui n'a même pas 2 ans, vous commencez déjà à le malmener, à prendre les armes contre lui. Vous avez un parlement qui est là. Vous ne voulez même pas considérer ce parlement-là. Vous voulez commencer à amener les questions du pays. À l'extérieur, vous avez le Sénat qui est le gouvernement qui est le même. Vous voulez finalement quoi? C'est ça, moi, ma crainte. Parce que beaucoup de Congolais ont toujours pensé que c'est bon, quand on fait ça, on se fait voir, nous venons je sais pas, de Doha, nous venons des États-Unis. Ce sont des voyages qui ne servent à rien dans ces pays. Le problème de ces pays nous concerne nous. Vous n'avez jamais vu Macron venir ici ou bien envoyer les prêtres ici au Congo. Je n'ai jamais vu d'autres pays dans ce monde qui envoient les pasteurs, les prêtres à travers le monde pour chercher les solutions à leurs problèmes. Pourquoi seulement chez nous au Congo? Pourquoi seulement chez nous au Congo? Comme nous devons éviter certaines attitudes. Et de 3, par rapport à ce qui s'est passé à Goma aujourd'hui, moi je me suis dit une chose. Nous voulons donner quel exemple au monde? C'est moi qui étais le président de la CENI.
dans cette République. Et j'ai proclamé tel président de la République, tel député, tel ceci. Je suis la première personne à prendre les armes contre ce que moi-même j'ai fait. Il faut savoir s'assumer des fois. S'il y avait des bêtises que tu avais faites, mais assume-toi. Tu l'as fait à travers le monde entier. J'étais ancien président de la République. Okay. Je suis sénateur à vie. Avec tout ce que j'ai comme avantage et consort, je suis encore la première personne à aller rejoindre les rebelles. Et je ne sais même pas condamner les gens qui tuent. Je ne sais même pas leur rendre visite aux victimes. Et je dis qu'ils cherchent la paix. La paix, vous cherchez quelle sorte de paix? Quand les victimes sont là, vous ne voulez même pas leur dire bonjour, même un message de compassion, on ne voit pas. Mais vous êtes les premiers à chercher maintenant. Non, moi je pense que Tshisekedi n'est pas éternel. Il a un mandat qui va finir demain après-demain. Pourquoi ne pas laisser quelqu'un terminer son mandat? Peu importe ce qu'on peut voir. Le Parlement est là. Si nous avons des questions, il y a des voies démocratiques qui sont constitutionnelles, qui sont connues. Je n'ai pas vu une voie constitutionnelle qui dit que non, quand on a un problème dans ce pays, il faut que les prêtres fassent le tour du monde. Ça, je n'ai pas vu dans notre constitution. Voilà pourquoi, tout un État patriote, et surtout, d'un fils de l'Est, je pense que nous devons éviter de croire que... je rappelle que vous êtes ancien maire de Béni. Nous devons éviter de croire que nos problèmes auront des solutions à l'extérieur. Surtout quand nous ne voulons pas respecter notre président de la République. Qu'est-ce qu'il est un humain? Il n'est pas un monstre, c'est un autre humain comme nous. Sauf que Dieu a fait de lui un président de la République. On doit certains égards. À dépit de tout ce qu'il peut avoir comme défaut, mais on n'a pas un autre président qui est là à part lui. Okay. Il n'y a pas un autre. Si vous voulez qu'il parte, ok, mais il y a les voies pour le faire partir. Mais ne pas sacrifier les vies des innocents et commencer à vendre le pays pour des intérêts que les personnes ne maîtrisent. Mais c'est toujours qu'elle disait que la crise est sécuritaire et non politique. Vous avez suivi M. Joseph qui a, pour lui, pensé que la crise a les deux dimensions, politique et sécuritaire. C'est là où je suis. Je vais commencer par... Terminer, comme ça on accorde la parole. Sécuritaire, oui. Parce qu'il y a des Congolais qui ont accepté de se faire manipuler pour commencer à tuer leurs propres frères congolais. Je vois Lubanga, je vois tout le monde là. Est-ce que Nanga a quitté la CENI avec les armes? Non. Si on pouvait me dire que non, il est en train de combattre avec les machines à voter, je dis oui, il avait gardé un bon nombre de machines à voter qu'il a utilisées pour le combat. Mais Nanga n'a pas quitté la CENI avec les armes. Les armes qui sont utilisées viennent d'où? Vous acceptez qu'on donne les armes pour tuer les Congolais. C'est ça la question sécuritaire. C'est ça la question sécuritaire. La question que lui a évoquée, il a même parlé de la redéfinition. Non, on a une constitution. Et c'est là beaucoup de gens se sont toujours trompés. Nous avons la constitution qui est là. S'il y a des cas que vous trouvez inconstitutionnels, mais allez à la Cour constitutionnelle. Nous avons la Cour constitutionnelle là pour juger certaines questions qui est liées à la violation de la Constitution. Okay. Aussi longtemps que nous n'aurons pas confiance en nos institutions mises en place et peut-être seulement croire à l'extérieur, penser que c'est l'arme qui va faire partir quelqu'un. L'arme là que vous prenez contre M. Félix Tshisekedi, lui peut partir demain. L'arme là va tuer nos frères et sœurs innocents et les politiciens seront protégés. Merci. Faisons attention avec ça. Merci beaucoup, Maître Achille. Alors, M. Trésor, vous avez également 5 minutes pour rebondir à tout ce qui vient d'être dit. Sans vous déranger, allez-y. Ok, merci beaucoup. Seulement que je rigole parce que j'ai constaté des graves contradictions dans les chefs de mon frère de l'opposition et aussi la confusion des époques et même la méconnaissance de l'histoire de son pays. Je suis totalement triste. Écoutez, on veut justifier la démarche de la CENCO en se référant dans le passé. Notamment, on nous a cité ici la conférence nationale souveraine. Okay. Le rôle que le prélat jouait, conférence nationale souveraine, le rôle que le prélat jouait dans le dialogue de la Saint-Sylvestre. C'est comme ça que j'ai dit méconnaissance de l'histoire de son pays et même confusion des époques. La conférence nationale souveraine, nous sommes en 1991. Ok? Pourquoi il y a la conférence nationale souveraine? C'est parce que Mobutu prend le pouvoir depuis 1965. Jusqu'en 1990, Mobutu ne quitte pas le pays, en fait le pouvoir. C'est un dictateur
ils ne respectent plus rien. L'opposition est en ébullition, la société civile en ébullition. Eh bien, l'Église faisant partie de la société civile, et à l'époque, ils se sont sentis dans l'obligation de jouer un rôle. Et l'opinion a accompagné. Parce que Mobutu s'éternisait au pouvoir. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. De 65 à 90. Mais c'était un dictateur. Il devait partir. Et toutes les forces vives de la République s'étaient mobilisées contre Mobutu, d'où la conférence nationale souveraine. Ne confondons pas les époques. En fait, il compare deux objets de nature différente. Il compare un coq à un palmier. C'est extrêmement grave. Il va dans l'accord le dialogue de la Saint-Sylvestre. Mais là aussi, nous avons Kabila, qui ne veut pas quitter le pouvoir, parce que Kabila ne veut quitter le pouvoir en 2016. Après 2016, toutes les institutions étaient tombées dans l'illégalité. Aucune institution légitime. Parce qu'il devait quitter au plus tard les 30 décembre. Kabila n'a pas quitté le pouvoir. Il y a eu une crise politique. Toutes les forces vives du pays se sont réunies pour chasser Kabila. D'où nous autres, ici, nous avions été sur les champs des batailles. Nous avons même perdu nos proches. Donc, en ces temps-là, il y avait crise politique. C'était normal qu'il y ait un dialogue. Et comme à l'époque, l'opinion avait jeté son dévolu sur les prélats, eh bien, nous sommes allés au dialogue de la Saint-Sylvestre. Ce n'est pas à confondre aujourd'hui, c'est un peu ce que l'ex-maire de Beni venait de dire ici. Tshisekedi est dans son mandat. Toutes les institutions sont dans leur légalité. La collaboration interinstitutionnelle est permanente. Il n'y a pas de crise politique. N'abroutissez pas les gens. Nous tous ici, je suppose que nous sommes passés par l'université. Quand est-ce qu'on parle d'une crise politique dans une nation? Il n'y a aucun critère qui est en train de consacrer la crise politique au Congo. Les institutions sont dans leur légalité. Les institutions, il n'y a pas de conflit. Et il y a une bonne coordination de la part du président de la République, le président qui est à la tête du régime. Alors que l'on nous dise où est la crise politique. La crise politique, je ne sais pas si c'est quand un politicien est frustré, quand il y a un procès à gauche, un procès à droite, là on veut parler d'une crise politique. Non, ici il faut être précis, si nous parlons de la crise politique, ça vise les institutions. Et je suis totalement sidéré, je saute un point, je vais au dernier point ici. En fait, je ne sais pas si je peux appeler ça bêtise ou pas. Lorsqu'il dit, parce qu'il y a mauvaise gouvernance, eh bien, il faudrait que la CENCO vienne redéfinir. Ok? La CENCO vienne redéfinir à travers un dialogue la gouvernance au sein de notre pays. Mettre ensemble les La CENCO, quand vous répertorez nos institutions, président de la République, Parlement, Assemblée nationale, cours et tribunaux, la CENCO est où pour venir redéfinir une gouvernance d'un État, un fait privé qui doit venir redéfinir la gouvernance d'un État. Est-ce que vous trouvez ça normal? À un certain moment, nos opposants, je ne les comprends plus. Ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. En fait, nos opposants aujourd'hui, j'ai vu un opposant sur un plateau de télévision, on lui pose la question, c'est quoi l'idéologie de votre parti? Il dit, l'idéologie de notre parti, c'est combattre Félix Tshisekedi jusqu'à ce qu'il démissionne. Donc c'est ça l'idéologie de notre parti. Donc aujourd'hui, l'opposition a perdu des repères, ils ne savent même plus là où ils vont. Ici, maintenant, ce qui est très grave, comme ça, c'est lorsqu'il dit, en fait, contradiction encore, lorsqu'il dit, nous devons apprendre à régler nos problèmes à l'interne, ce n'est pas c'est pas la première fois. Régler nos problèmes. Mais contradiction. Si tu dis que nous devons régler nos problèmes à l'interne et tu soutiens la démarche de la CENCO, c'est que tu es en contradiction avec toi-même. C'est qu'il y a un sérieux problème. Comment ça? Parce que la CENCO, dans leur démarche, ils ont sillonné tout, en fait, presque une bonne partie de nos pays voisins. Ils sont allés au Rwanda, ils sont allés au Kenya, ils sont allés au Burundi, ils sont allés à Brazza. Et ce qui m'étonne ici, pourquoi ces gens-là, quand ils sont imbibés d'une mauvaise intention, ils sont allés que auprès de pays avec lesquels nous avons des problèmes. Mais l'Ouganda, en fait, le Burundi, est en parfaite relation avec nous. L'un de nos premiers alliés, ils ne sont pas allés chez lui. Ils ne sont pas allés en Zambie. Ok? Parce qu'il est bien vivre, non? Nous devons tous vivre ensemble, non? Mais eux,
pour bien vivre ensemble, il faut aller seulement vers ceux qui nous font du mal. Toucher les problèmes à la Ce qui est en source. train de présager mauvaise intention. Mais pourquoi ne pas aller en Zambie? Ok, merci. Pourquoi ne pas aller Merci. au Burundi? Merci Parce beaucoup. qu'eux, ils sont en connivence avec nous. Tout ça là, pourquoi? Pour aller ficeler. Ils sont allés jusqu'en France. Merci, Voir merci, Macron. merci. Nous connaissons Merci. les velléités. Nous connaissons les intentions Très de bien. Macron sur notre pays. Donc ici, moi je ne veux pas qu'on aille dans tous les sens. Qu'on aille dans tous les sens. Mais pour finir définitivement, s'il faudrait qu'il y ait un dialogue, messieurs Dan, parce que maintenant il n'y a pas de crise politique. Mais moi je suis en train Merci. de voir une crise politique Merci. dans l'avenir. Dans l'avenir. Effectivement, Vous aurez la peut-être parole. Vous allez en le- 2028, Ok, merci. au cas où il n'y a pas Alors, d'élection, au cas où le président Tshisekedi ne quittait pas les pouvoirs, là nous pouvons avoir une crise politique qui nécessiterait cette fois-là un dialogue. Mais pas sous la médiation de la CENCO, parce que la CENCO est une partie prenante à la crise Merci parce beaucoup. que Monsieur, c'est elle qui a monsieur, l'habitude de monsieur produire- Joseph. de provoquer des crises à chaque cycle de tournure politique dans Monsieur notre Joseph, pays. parce que vous voulez qu'on trouve la solution avec la démarche de nos des églises, parce que le président de la République a demandé l'équipe de Bérande ainsi que l'équipe de ce qui est encore le pasteur Nkamba, si je ne me trompe pas, alors qui se mettent ensemble pour proposer une monture afin de trouver la paix à l'interne. Alors, les défis d'un dialogue crédible, comment vous trouvez, qu'est-ce que ces gens doivent faire exactement pour mettre tout le monde d'accord sans prétention? Merci de la parole, révérend Daniel. Vous savez, le fait de beaucoup parler ne veut pas dire qu'on a raison. La preuve, c'est mon co-débatteur. Vous avez également 5 Il minutes. rencontre beaucoup de choses en désordre et il fait même la preuve de ne pas savoir qu'est-ce que c'est la souveraineté d'un État. Il n'a pas la notion et la définition d'un État. C'est comme ça qu'il est en train de raconter des choses en désordre. Très bien. Il a dit ici que les prélats catholiques font bloc ensemble avec Paul Kagame. Ce sont des propos graves qui se font dire sur votre plateau. Si ce pays, il y avait un état de droit comme tel, ce monsieur serait en prison. Pourquoi? Il est en train de faire des incantations graves. Il a même dit que... Mais Jean-Pierre Bemba l'a S'il dit. vous plaît, mais quand Jean-Pierre Bemba, il y a encore un autre cas par Jean-Pierre Bemba qui demande qu'il n'y ait pas de justice dans ce pays. Il a dit que la CENCO est subventionnée par le Rwanda, par Kagame. Est-ce qu'il a la preuve de ce qu'il rencontre? Allez-y. Si on est sérieux, on se cantonnerait à parler de ce que nous connaissons au mieux. Il me dit que c'est grave mes propos. Où est-ce que l'Église, c'est quelle institution qui peut redéfinir la bonne philosophie gouvernance. de l'État? Mais la preuve, encore une fois, qu'il ne lit même pas. Tenez, dans son ouvrage La souveraineté nationale de 1795, l'abbé Emmanuel Seyès disait que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans une nation. Le despotisme étant l'élément clé de la frustration des uns et des autres, l'Église peut assurer une médiation pour la reconstruction de l'expression philosophique de la nation. Lui là, il a quelle référence dont il fait allusion quand il parle dans ses propos en désordre? Il n'y en a même pas. Scientifiquement, il ne sait même pas ce qu'il rencontre. L'Église, depuis la nuit des temps, a toujours agi auprès des politiques pour aider à faire avancer la société. Et ce n'est pas aujourd'hui. Vous comprenez? C'est depuis la nuit des temps. Posez la question, on va vous le dire, interrogez l'histoire. Et quand je fais allusion au Conseil national souverain, c'est parce que nous avons été face à une crise. Mais pour le décanter, nous avions fait allusion à l'Église pour appuyer les institutions politiques à fonctionner. De la même manière, j'ai évoqué la question du dialogue de Saint-Sylvestre pour démontrer que face à la crise de l'époque, nous avions encore une fois fait recours à la neutralité de l'Église pour nous amener via un dialogue afin de trouver une solution qui décante le problème. On est en train de rencontrer quoi ici? Aujourd'hui, si nous faisons allusion à l'Église, c'est d'abord de un parce que le chef de l'État lui-même a été demandeur du dialogue. Il a dit au prélat catholique, mes seigneurs, dites-moi comment puis-je m'y prendre. Premièrement, il a dit en Belgique. Deuxièmement, il est allé à l'est du pays, il a demandé à ce que les prêtres priaient pour que la guerre finisse à l'est du pays. Mais la guerre ne finit pas par les incantations philosophiques et puis ça ne finit pas avec les incantations politiques comme mon frère le veut.
La guerre, c'est fini avec les moyens de dissuasion. Et ces moyens de dissuasion, nous n'en possédons pas. Voilà pourquoi tout le monde, même les États-Unis, a fait un rapport que la RDC ne dispose pas de moyens militaires pour finir avec la guerre à l'est du pays. La preuve aujourd'hui que nous sommes devant une crise politique, c'est qu'aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshisekedi ne sait pas contrôler l'espace de l'est du pays, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui on sait administrer comme État Goma et Bukavu? Non, mais ça c'est une crise politique parce que c'est l'auteur. Nous ne les gérons pas, en plus de la crise de gouvernance. Est-ce qu'il faut prendre une grille ici, commencer à enseigner, mon frère? Moi, je suis étonné des incantations qui se font dire. Et donc, en effet, la réalité voudrait que nous soyons conséquents. Parce qu'il appartient au gouvernant d'avoir une vision de gouvernance et un leadership de qualité. Cependant, la crise multidimensionnelle que nous traversons, de l'insécurité généralisée, ce n'est pas seulement à l'est du pays, même ici, aux portes de Kinshasa, l'État n'arrive pas à disposer d'une politique publique capable d'endiguer ces conflits armés, ça et là. Et cette fragilité-là ne nous aide pas à progresser comme un État. Voilà pourquoi les dialogues s'imposent. Et je l'ai dit tout en le répétant encore une fois, Félix Antoine Tshisekedi n'a aucune autre chose à faire à part passer par les préalables pour un dialogue crédible. Pour arriver à mettre tout le monde autour de la table. Mais les préalables, comme je vous ai dit, les dialogues, il faut bien le définir, n'est pas un offre politique que Tshisekedi fait aux opposants. Le dialogue n'est pas une faveur. Le dialogue est une obligation parce que l'État a échoué. Et du point de vue des responsabilités, l'État est incapable, ne parlons même pas du vécu au quotidien des Congolais. L'État est absent dans presque tout le domaine et c'est ce qui demande la déliquescence de l'État. En effet, pour chuter, parlons des préalables. Les préalables, je vous ai dit ici que la démarche de la CENCO et l'initiative n'est pas parfaite. Si on évoque le fait que les prélats catholiques sont allés partout dans le monde, à l'international, voir les autres. Mais écoutez, nous cherchons la paix à l'est, dans la RDC, s'il vous plaît, en RDC. En plus de chercher la paix en RDC, parce qu'il faut le dire, nous avons aussi des conflits dans la sous-région. Et le but de la CENCO, de l'Église, d'aller dans la sous-région, voir ceux qui sont derrière et qui agissent d'une manière ou d'une autre par influence dans cette histoire d'insécurité, il fallait les voir pour, n'est-ce pas, dresser un cadre propice à amener les gens autour du dialogue. Voilà pourquoi on a vu Ruto. Ruto a insulté les Congolais. Il a dit que les Congolais mettent les pantalons jusqu'au nombril. Mais ils sont allés les voir. Parce que la CENCO ne peut pas agir comme les politiques, avec les armes pour attaquer les ennemis de la RDC. Il faut les amener sur la voie des dialogues. Et c'est comme ça qu'on a vu Ruto, on a vu Kagame, on a vu les autres. Et on ne s'est pas arrêté là. On est allé jusqu'à ce que nous puissions voir ceux qui, à l'international, peuvent agir d'une manière ou d'une autre pour apporter la solution Maître à la crise qui n'est pas à vous également. La RDC et la sous-région. Donc, si vous refusez le dialogue, il faut nous présenter en outre comment on va faire pour restaurer la paix du pays. Signer le contrat entre le Rwanda et la RDC. La crise politique en 2028. Signer le contrat entre la RDC et le Rwanda n'expulse pas le vrai problème qui reste entre autres dans nos territoires. Voilà la réalité. Merci beaucoup, M. Joseph. Maître Achille. Moi, je pense que... vous avez également 5 minutes. Oui, nous devons réfléchir en interrogeant l'histoire. Allez-y. C'est ce qui a toujours échappé à beaucoup de Congolais. Donc, quand nous avons une question devant nous, nous voulons directement la résoudre, oubliant qu'il y a toute une histoire qui est derrière quelque chose. Cette question de l'Est ici, de balkanisation, ne commence pas aujourd'hui. Il y a des plans qui sont conçus matin, midi et soir pour balkaniser le pays. Et c'est connu. D'ailleurs, nous avons eu la chair de poule quand nous avons vu Kabila rentrer avec l'M23 à Goma. Cette fois-ci, apparemment, c'est la balkanisation qui arrive. Parce que quand c'est un ancien chef de l'État qui doit aller s'installer officiellement, mais ça prise quelque chose. Et là, je n'ai jamais été fanatique de quelqu'un. Mais moi, j'ai vu le fait que Tshisekedi ait anticipé de rencontrer les États-Unis. Le fait que Trump ait pris le pouvoir aux États-Unis a fait changer beaucoup de cartes. Ah bon? Oui. Parce qu'avec l'ancien régime là, ce n'était pas facile. Mais quand Trump arrive, c'est qu'il vient avec la proposition là du contrat, des accords qu'on va signer prochainement. C'est ce qui a fait bouger les lignes. Aujourd'hui, l'M23 ne sait plus avancer
puisqu'il y a des ordres qui sont tombés. Vous avez vu Bintou Keïta descendre là-bas pour la même cause. Alors, au lieu d'encourager le chef de l'État qui est en train de mener une campagne pour lutter contre la balkanisation, nous sommes en train de raisonner contrairement. Ça ne va pas de ce pays. Moi, je ne vais pas faire des clés. Moi, je dis que les débats que Tshisekedi a menés, même si on peut taxer ça, de tout ce qu'on peut taxer, mais au moins, ça a réussi à freiner une démarche qui allait balkaniser le pays. Ça, c'est de un. Et de deux, ça a freiné tous les petits gloutons là, des gens qui pensaient que c'était encore une façon de dire, bon, on va encore mixer, brasser. Non. Voilà pourquoi ils ont demandé au Parlement d'aider les chefs de l'État. Parce que quelque part, j'ai compris aussi que le Parlement ne travaille pas assez. Oui, il faut qu'on se dise ouvertement. Parce qu'il y a des missions parlementaires. On sent que le président est seul au front. Je dis, il y a des missions parlementaires. Comme nos élus, par exemple. Ils devaient effectuer des missions parlementaires. Aller rencontrer le Parlement européen, aller rencontrer le Sénat américain, échanger avec eux, que nous soyons des partenaires avec eux pour que nos questions soient aussi dans leurs oreilles. Kagame nous a déjà devancé, lui il sait comment rencontrer tous ces gens-là. Il faut que M. Kamer et son équipe fassent autant. Il faut que je félicite aussi la dame, la ministre d'État aux Affaires étrangères. Elle a réussi à jouer de belles cartes. Puisque cette dame-là, même si je ne suis pas fanatique, mais au moins, d'une manière objective, je vis dans elle un souci de mieux faire. Elle a réussi à convaincre, elle a réussi à jouer plusieurs cartes. Et si tous les ministres pouvaient faire autant comme cette dame, même si tous les autres travaillent, mais au moins les capacités managériales de cette femme, les capacités diplomatiques de cette femme-là, ont fait preuve que cette fois-ci, le président Tshisekedi a fait un bon choix pour une dame ministre aux Affaires étrangères. Je voulais dire maintenant ceci. Ok, allez-y. L'aspect qui est le plus important, c'est quoi? Parce que les Congolais cessent de voir ce match Tshisekedi. Non, non. Vous voyez le problème que nous avons dans ce pays? Tous les yeux sont sur Tshisekedi. Non, non. Tshisekedi va passer demain. Le pays va rester. Il faut se poser des questions. Moi aussi, j'ai fait quoi? Attaquer politiciens, attaquer citoyens congolais. Quels sont mes apports? Ça, je vois que ça ne va pas. Mais vous avez des députés, les chefs de l'opposition qui sont là. Pourquoi ne pas leur faire porter des propositions par rapport à certaines questions que nous trouvons dangereuses pour notre pays? C'est ça. Au lieu d'utiliser les voies légales qui sont le Parlement et consorts, mais vous commencez à effectuer des voyages qui ne vont pas aider le pays. Moi, je me dis sincèrement, quand vous voyez l'attitude de tous ces gens-là qui ont fait le tour du monde, on peut croire que quand ils parlent à l'étranger, ils ne vendent pas la bonne image de leur décès. Comme ça, donc, quand ils sont à l'étranger, apparemment, je dis bien apparemment, quand ils parlent, j'ai comme l'impression qu'ils ne vendent pas la bonne image du pays. Merci. Or, quand vous devez chaque fois aller salir votre président, salir votre pays, vous voulez gagner quoi? Merci. Et le lendemain, vous rentrez encore au pays pour faire quoi? Alors, si vous n'aimez pas ce pays, restez là où vous pensez qu'on peut faire mieux. Peut-être pour finir, est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Trésor qui pense qu'il n'y a pas l'opportunité pour les dialogues par rapport à tout ce que vous venez de donner comme élément? Moi, je vous dis une chose. Il n'y a pas longtemps que le chef de l'État a fait convoquer par l'un de ses conseils spéciaux des rencontres. Boycottés. Les rencontres ont été boycottées par certains leaders de l'opposition. Excusez un peu. Quand on dit venez, on se parle. Comme la personne qui vous appelle est de l'obligation du chef de l'État, vous refusez. Non, il faut d'abord aller écouter cette personne-là. Ce n'est pas puisqu'il est de l'obligation du chef de l'État qu'il va faire tout pour le... Non, non. C'est un être humain. Vous êtes des êtres humains, nous sommes des Congolais. Vous pouvez lui proposer certaines choses que lui aussi va noter et qui peut faire mieux. Mais même aller rencontrer ce monsieur-là, vous ne voulez pas. Merci. Donc, vous croyez au-dessus et du président et de quoi? C'est là la question. Parce que quand le DG de votre chaîne ici vous désigne, il me dit non, Maître Achille, allez rencontrer tel. Si je respecte la personne là qui vous a désigné, je vais venir vers vous. Parce qu'il vous a déjà donné le mandat et le pouvoir. Merci beaucoup, mais quand je ne vais pas vers vous, parce que je ne le respecte pas, je dis non, je n'ai besoin que de voir que vous. Il y a quoi? Oh, juste. Merci. Vous comprenez un peu mal. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Tezo, vous avez les mêmes minutes. Vous avez également 5 minutes. Vous avez toujours
déclaré que la main de Félix Tshisekedi depuis 2019 a été toujours tendue. Mais en quoi est-ce mal de voir que l'Église catholique peut approcher le président et peut-être donner la montée? C'est quoi les dangers? Il faut nous expliquer un peu. Vous savez tous les minutes, mais c'est quoi les dangers de ces dialogues? Merci beaucoup. Je vais rebondir quand même sur ce que mon condébatteur venait de dire. Ok. Moi, j'attendais à ce qu'il définisse l'État. Malheureusement, il n'a pas défini l'État. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune leçon, aucune notion de la connaissance de l'État. Voilà pourquoi il peut argumenter ici des choses du genre: l'Église œuvre toujours aux côtés des États pour redéfinir la gouvernance. Mais ça, c'est une bêtise humaine. Comment on peut réfléchir comme ça? C'est lui qui définit la politique de l'État. C'est lui qui redéfinit la politique de l'État. C'est le gouvernement. Okay. C'est comme ça que j'ai rejoint mon contributeur lorsqu'il dit: nous avons les institutions. C'est le gouvernement qui redéfinit sa politique de gouvernance. Il y a un premier ministre, il y a des ministres sectoriels qui sont en train d'œuvrer dans chaque domaine. Et c'est à ce niveau-là, lorsque ça ne marche pas, dans un secteur, la politique mise en place n'a pas marché, c'est le gouvernement qui redéfinit cette politique-là de gouvernance. C'est comme ça qu'il y a des conseils des ministres. C'est comme ça qu'il y a des remaniements. C'est comme ça qu'il y a des révocations, des nominations. Tout ça là, c'est dans le sens que la politique gouvernementale de l'État puisse marcher. Okay. Alors lorsqu'on vient prendre l'Église, les prêtres, on vient les ingérer dans la politique de gouvernance au quotidien d'un État, c'est être malade, passez-moi les termes. C'est comme ça que je dis, mais quand on vient à la télévision, mais il faut avoir même une petite dose d'intelligence. Il y a certaines choses qui ne demandent pas un certificat d'école primaire pour comprendre. Je suis totalement désolé par la capacité intellectuelle de certains invités que vous nous amenez sur les plateaux. C'est comme ça que j'ai dit, le président Tshisekedi, il est trop bon à l'excès et ce n'est pas bon. Parce que les gens commencent à jouer aujourd'hui avec l'État. Donc, des prêtres qui viennent, on va redéfinir la politique de gouvernance au quotidien. Ça n'a pas de sens. Au Brazza, les prêtres n'est plus pour moi. Au Brazza, ils sont là pour prêcher. Au Rwanda, le Rwanda qui nous agresse et certains opposants prennent aujourd'hui Kagame pour modèle. Les prêtres ne parlent pas là-bas. Il y a même l'église catholique là-bas. Il y a l'église catholique. Là-bas, ce n'est pas un pays musulman, c'est à 90%, c'est un pays chrétien. Okay. Les prêtres ne parlent pas là-bas. Et c'est le cas pour beaucoup de pays. Mais ici, chez nous, au Congo, on prend un président de la République comme un grand-père, on ne les respecte pas, on les boude. En fait, on avance jusque dans son carré du pouvoir. En tout cas, de ce côté-là, je ne suis pas du tout d'accord avec Tshisekedi. Je ne suis pas d'accord. Donc, il y a des gens qui ne sont pas prêts à recevoir la démocratie. Donc, quand toi, tu lui donnes la main, il te prend les bras. Okay. Et il veut danser avec toi. Ce n'est pas du tout sérieux. Et ici, nous devons comprendre que nous sommes quand même un pays laïque. Nous sommes un État laïque. Pourquoi c'est toujours l'Église catholique, l'Église catholique, l'Église catholique? Avec tout ce qu'ils nous ont fait depuis avant l'indépendance, depuis l'époque coloniale. L'Église catholique là qui a contribué à ce qu'on coupe nos grands-parents les mains, qu'on trouve les yeux des gens, que l'on coupe les sexes de nos grands-pères. Et aujourd'hui, c'est cette Église catholique, jusqu'aujourd'hui, qui a toujours joué dans son rôle d'infiltration, de fragiliser l'État. Et on doit les brandir, les déifier, comme s'ils étaient spéciaux. Non, nous sommes un État laïque. Pourquoi on ne peut pas parler des kimbanguistes? Comment on peut pas parler des musulmans, des orthodoxes, des églises des réveils et autres? Donc église catholique, église catholique, église catholique. Et ils sont devenus des... Qui les a fait des dieux dans ces pays? Qui a fait des évêques là des dieux? Qui les a fait des dieux? Donc moi, c'est comme ça que je dis, je suis totalement contre et désolé du fait que le président de la République les a reçus. Alors les dangers. C'est quoi les dangers? Mais les dangers, c'est déjà par leur démarche. Quand la prémisse est fausse, la conclusion la sera également. Quand vous avez des gens, je l'ai dit ici, qui sont en connivence avec Kagame, ils vous disent que nous puissions aller dans ces dialogues-là pour consacrer le Kinyarwanda comme une 5e langue nationale. Non, nous devons accepter les Tutsis comme de frères congolais. Merci. Pendant que nous savons que ces gens-là, c'est eux qui nous ont fait du mal depuis 30 ans aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Et on va maintenant vivre comme des Congolais pour continuer quoi? À fragiliser encore notre État. Cette fois-ci, nous disons non, 30 ans de guerre, c'est beaucoup. 18 millions de morts, ça suffit. Nous devons arrêter Paul Kagame et son régime, ainsi que tous ceux-là qui marche avec son fardeau pour continuer à déstabiliser la République démocratique du Congo. Accord de Washington, un pari gagné pour Kinshasa. Je pense que Maître Achille était déjà en train de
de peindre un tableau un peu favorable. Maître, comment vous envisagez les démarches et bientôt la signature? Bon, il y a eu l'accord préliminaire, tout ça. Maintenant, comment vous envisagez? Est-ce que comment l'impact de toutes ces démarches sur le terrain, c'est aussi le cas? Bon, merci beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup ici, je rappelle que vous êtes ancien maire de Béni, c'est-à-dire que vous maîtrisez bien les questions liées à l'insécurité dans ces coins de la République. Ce sont des questions nationales, effectivement. J'ai tendance de penser que c'est nous, nos attitudes, nos comportements, qui feront que nous puissions bénéficier de cet accord-là. Vous parlez des Congolais en général? Hein? Oui. Puisque si nous y allons avec nos mentalités de détournement, de trahison, on ne fera rien. Pourquoi je dis ça? Les États-Unis peuvent proposer un plan. Voilà le plan de sortie pour la question d'être sécuritaire. Mais si parmi nous, parmi les gens qui ont le chef de l'État, il y a des gens qui ont fait encore leurs questions privées pour tirer uniquement leur profit, on ne réussira pas. Donc nous devons d'abord cesser d'avoir des longues poches. C'est ça la première recommandation. Très bien. Nous devons avoir une attitude qui fait croire au monde entier que non, voilà un Congolais avec qui on peut traiter. On peut bien vouloir investir au Congo. On amène les entreprises américaines au Congo. Mais si on sait qu'un Congolais est dangereux à la caisse, un Congolais aux finances, il est très dangereux, vous risquerez de voir ces Rwandais qui ont déjà les nationalités canadiennes, américaines, venir comme Américains ici, comme financiers, et nous, Congolais, nous resterons comme des agents portiers de sécurité, des sentinelles. Alors que c'est un projet pour nous. Nous devons savoir comment acquérir ce projet-là. En tout cas, là, c'est très important. Les Américains peuvent bien vouloir faire avec nous. Mais si nous ne sommes pas prêts à faire mieux avec eux, c'est nous qui serons des perdants. Et c'est ça le danger dans ces pays. Une question nationale, ou une question qui est l'international, les gens la prennent pour une question privée. 1 million sont venus pour construire telle infrastructure. Déjà 800 000 disparaissent et les 200 000 restent. L'Américain ne va pas tolérer ça 2 fois. Il ne va pas tolérer ça 2 fois. Ça, vous devez vraiment le dire ouvertement. Et de deux, la question d'armes, ce sont des questions techniques, stratégiques. Le chef de l'État doit chercher des gens qui s'y connaissent. Parce que des fois aussi, le choix d'acteurs pose problème. Nous sommes une équipe, je ne refuse pas. Les Real, par exemple, tous nous sommes là. Mais Mbappé ne peut pas être au poteau. Non. Ou bien Couto ne peut pas aller jouer à l'attaque. Non. Il est joueur dans l'équipe, mais chacun a son rôle. Que les chefs de l'État fassent attention avec les choix des techniciens. Si on ne veut pas prendre en considération la technicité des gens, vous verrez, il y a des gens qui ont fait une bonne formation peut-être en armement, en logistique. Ils ont fini peut-être même en Israël, aux États-Unis, mais ils sont dispo, état-major général. Mais on va prendre quelqu'un qui ne s'y connaît pas, parce qu'il est influencé par telle autorité politique, il est influencé par tel peut-être qui est proche du chef de l'État. On va lui confier une mission importante où il ne maîtrise rien. On va les rouler et c'est le Congo qui va perdre. Donc les choix aussi des personnes qui vont jouer les rôles est important. Ce n'est pas vrai que je reviendrai sur le choix de Madame la ministre d'État aux Affaires étrangères qui a fait preuve de ses capacités. Donc, vraiment, il faut qu'on puisse tenir compte de ça. Si on ne tient pas compte, sincèrement, nous risquons d'avoir un projet qui est là. Et vous verrez que ce sont les Rwandais qui ont déjà des nationalités canadiennes, peut-être américaines, qui vont encore commencer à venir ici, commencer à nous diriger chez nous. Pourquoi j'ai dit ça? Soyez d'accord avec moi. Vous verrez dans beaucoup de supermarchés qui sont ici, à Kinshasa. C'est pour ça que je voulais finir. Si même il y a une Congolaise à la caisse, derrière elle, il y a toujours un chirurgien indien. Oui. On n'a pas confiance en nous. Et ce n'est pas bon. On n'est pas libre quand on travaille. C'est toi qui as de prévoir l'argent à la caisse, mais derrière toi, il y a un Chinois, il y a un Indien. Ce sont des attitudes dont nous devons nous débarrasser.
pour que nous puissions gagner aussi la confiance des uns et des autres. Merci. Si le petit Rwanda est arrivé au niveau où il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a réussi à avoir des attitudes qui aspirent confiance. Faisons aussi autant, c'est très important. Monsieur Trésor Kala l'a accordé Washington préliminaire déjà, mais il reste encore la signature finale. Un pari gagné pour Félix Tshisekedi et son pouvoir jusqu'ici. Bon. Je crois que c'est un bon coup de maître que le président de la République... Maître Achille parlait de l'accord ou bien la démarche à freiner catégoriquement les ambitions. Effectivement. Comme je vous l'ai toujours dit que la guerre est sur ses dimensions. Ici, on doit retenir deux dimensions majeures. C'est la dimension opérationnelle ou militaire et la dimension diplomatique. Et ici, nous sommes en train de définir cette guerre sur sa dimension diplomatique. Et ici, vous voyez que les lignes ont sérieusement bougé. Ici, laissez-moi quand même la latitude de jeter des fleurs sur cette brave, cette dame Wagner Kaikwamba que je désire un jour rencontrer. Parce que moi, je me dis, en tout cas, nous avons eu des ministres des Affaires étrangères, mais celle-ci, en tout cas, elle est arrivée au bon moment et elle a produit ses résultats. Quelqu'un me disait aux États-Unis, bon, il m'a écrit, il me dit, cette dame a verrouillé même les opposants qui sont partis là-bas. Mais effectivement, parce que ils n'ont pas été reçus. Kabila et Kagame ont dépêché des lobbying. Il y a les Kika qui sont allés là-bas. Mais ces gens-là sont restés dans les couloirs de la Maison-Blanche. Au département d'État, ils sillonnaient dans des couloirs avec leurs phares. Ils n'ont pas été reçus. Franchement. Donc elle a fait de sorte à ce qu'on ne reçoive que les officiels. Donc vous autres là, on n'a rien à voir avec vous. Et elle a vraiment brandi, elle a fait écouter la voix de la République du Congo au plus haut niveau, en tout cas, coup de chapeau. Franchement. Alors, pour revenir sur la question, et c'est cet accord qui sera signé le 27, comme je suis en train de vous dire. Désolé de vous déranger, mais on ne sent pas la population ne s'est pas vraiment approprié la démarche. Non, apparemment, je ne comprends pas. La population est manipulée par les Congolais de mauvaise qualité. Mais quand vous avez tout le temps dans les médias des gens qui passent pour dire non, Tshisekedi est en train de vendre les minéraux, Tshisekedi est en train de brader les minéraux, Tshisekedi est en train de vendre les pays, pendant que ces minéraux-là ont fait tuer plus de 18 millions de personnes. Ces minéraux-là nous causent la guerre et déstabilisent la marche normale de notre pays. Ces minéraux-là, les gens les prennent sous les sons du peuple congolais. Mais qu'aujourd'hui, que ces minéraux-là soient exploités de manière légale, dans des partenariats gagnant-gagnant. Chacun fait son bénéfice et il n'y a pas mort d'homme. Mais les gens qui ont bradé le minerai dans ces pays sont connus. Lorsque Mobutu est parti, il a laissé les gisements de la Gécamine dans leur entièreté. La Gécamine avait ses gisements. Mais qui a émietté la Gécamine? Qui a fait qu'aujourd'hui la Gécamine, aujourd'hui nous connaissons des termes techniques, carré minier. C'était connu où? Où maintenant des individus entrent dans les parcs de l'État, achètent de montagnes d'hétérogénité à vil prix, ils les vendent aussi à vil prix, et ceux qui les achètent font des bénéfices énormes. Là, ce n'était pas des bradages. Mais ici, que Tshisekedi dit, nos minéraux qui nous insécurisent, cette fois-ci, doivent servir à notre sécurité maintenant. Donc, aujourd'hui, nos minéraux, au lieu que ça puisse verser les sangs, aujourd'hui, nous allons nous servir de ces mêmes minéraux-là pour protéger maintenant notre intégrité territoriale. C'est comme ça que Tshisekedi signe des partenaires avec les États-Unis. Question de ce que nous vendons nos minéraux, mais eux nous donnent les armes, ils nous donnent la formation, ils nous donnent la logistique, et au-delà de ça, on crée des emplois. Mais, M. Dan, on parle de 500 milliards de dollars, s'il vous plaît. 500 milliards de dollars, je crois, c'est sur une durée, je crois, de 20 ans, si je ne m'abuse. Je parle de 500 milliards de dollars. C'est combien d'emplois? Et au-delà de ça, nous arrivons à sécuriser notre territoire. Mais quand je vois des petits sorciers, apprentis, qui viennent sur des plateaux de télévision, diaboliser cet accord, non, Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. C'est ce qu'on vient de dire ici. Tshisekedi partira. Il partira, il laissera le pays dans quel état? Pour que les successeurs viennent trouver le même problème. Je dis non. Donc, Tshisekedi partira, mais après avoir réglé les problèmes, une bonne fois pour toutes, j'ai dit 30 ans de guerre, ça suffit, 18 millions de morts, c'est trop. Nous devons arrêter ça, nous devons arrêter ça. Maître disait aussi l'attitude des gens qui vont négocier, c'est la qualité aussi. Non, le problème, ce n'est pas seulement au niveau
de ceux qui vont négocier. Ceux qui négocient, je crois qu'ils les font déjà bien. Le montant et puis les retombées, oui, donc il faut qu'il y ait des gens... Ils les font déjà bien. Le problème, ce sera maintenant dans l'exécution. Ah oui. Le parcours de l'exécution, c'est là maintenant que nous devons maintenant être responsables, sérieux et surtout patriotes pour ne pas gâcher. Pour ne pas gâcher cette opportunité qui nous est aujourd'hui offerte et qui ne reviendra pas peut-être pour la deuxième fois. Donc, ceux qui négocient les font bien. Mais la praticabilité sur le terrain, c'est là que moi aussi, quelque part, j'ai peur parce que depuis un temps aujourd'hui, lorsque tu es casé, tu es nommé, tu es responsabilisé et comme il cope. Donc, donc c'est mon tour maintenant de bouffer. Donc, quand on te dit, toi, tu dois te concentrer sur... par exemple, la construction de l'usine telle, c'est toi qui vas piloter ces projets-là avec 100 millions de dollars et déjà, tu vois déjà comment tu es devenu millionnaire le jour au lendemain. Donc, c'est là que maintenant nous devons mettre l'accent et j'interpelle le président de la République. Il faut mettre fin à l'impunité, parce que c'est ce qui fait que les gens, ils volent, on ne fait rien, ils volent. Avec la justice qu'on déplore, c'est voilà, mais là, ça s'érige maintenant en principe. Denis Mukwege l'a dit, dans la paix sans justice, c'est compliqué. Effectivement, donc c'est pour dire l'impunité. Il faut marteler sur l'impunité. Donc c'est lui qui détourne. Nous devons le voir juger, condamner, purger correctement sa peine, retourner l'argent détourné. S'il n'a pas les liquides, on fait la saisie. C'est comme ça que nous allons bâtir notre pays. Mais si nous négocions bien, la guerre finit, il y a des investissements. Mais dans le parcours de l'exécution, il y a encore des choses comme ça. Je crois que nous risquerons de retourner à la case de départ. Féliciter Patrick Mouyaya. Vous voyez, il a été sur tous les fronts, surtout lorsque nos deux villes étaient secouées, Goma et Bukavu. Vous l'avez vu sur tous les fronts, se battre, en fait, attaquer Kagame de front et même leur ministre des Affaires étrangères qui n'ont pas réussi à supporter la puissance communicationnelle de Patrick Mouyaya, donc coup de chapeau. De l'autre côté, il y a les ministres des Agricultures. Aujourd'hui, vous avez le prix de maïs qui a totalement baissé, sérieusement. C'est grâce à la politique gouvernemental dans son domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, on voit que c'est un monsieur qui bouge, il est sur tous les fronts. Nous l'avions vu en Chine, acheter du matériel, signer des partenariats. Grégoire Muchaila. Voilà. Donc on sent qu'il bouge, on le voit et on a des retombées sur le terrain. Donc il y a des gens comme ça dont il faut encourager. Il y a aussi le ministre des Sports qui a... Non, mais là, il y a le tourisme qui a également 14 millions, 45 millions. C'est la première fois que je le vois, il y a 2 jours en arrière. C'est la première fois que je le vois, que j'entends son nom, que je le vois parler. Depuis une année, c'est la première fois que je vois un ministre de tourisme en République démocratique du Congo. On ne te connaît pas. Aucune action, aucune initiative. Et quand il met l'initiative, c'est bidon. 14 millions qu'on va aller donner à un club, un club déjà stable, pendant qu'au Congo, les championnats s'interrompent à tout moment. Les athlètes ne sont pas entretenus. On donne 30 000 francs à un arbitre. Mais on prend quand même 14 millions. On va donner à AC Milan, un club qui a déjà remporté des Ligues des Champions. Visite Congo. Mais s'il vous plaît, c'est du n'importe quoi. Le 14 millions peut être investi dans des vrais secteurs et nous voyons les résultats et le peuple se retrouve. Donc il y a des ministres comme ça qui sont passés totalement à côté de la plaque, mais aussi des ministres qui ont travaillé. En tout cas, et on a vu les résultats et la nation leur doit être... Merci beaucoup, Trésor Kalala. Merci beaucoup, Maître Achille. Merci également à Joseph Edeba pour son intervention. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.